Natacha. Bonjour Anne. Et bonjour à toute la communauté, tout le mouvement des inspiratrices et des inspirateurs. Aujourd'hui, écoutez, je vous fais rencontrer Natacha Roquet qui vit en Belgique. Où exactement? Alors je suis à Ohaye, donc c'est un petit village entre Andenne et Ciney, c'est dans le Namurois. Le Namurois. Okay. Voilà. Alors moi, à mon souvenir de la Belgique, ce sont les gaufres de Liège. Ça, c'est mon grand kiff. Je t'avoue que là, je suis un peu frustrée parce que je vais devoir passer, j'ai dû commencer à passer à une alimentation sans gluten et sans laitage. Et les gaufres de Liège, je venais justement de trouver une recette et de les faire à la maison. Ouais. Mais bon, on verra bien. Je vais me dire que j'en mangerai que les fois où je viens en Belgique, ce qui n'est pas si souvent. Donc, comme ça. Voilà, un petit bout. C'est ça. Et alors, toi, Natacha, tu es un petit peu comme moi. Tu as eu une vie d'avant, une vie d'après. Alors, on peut dire qu'on a quand même plusieurs vies. D'ailleurs, je crois que tu as changé plusieurs fois de vie à ta manière. Tu pourras nous en parler. Et notamment, tu as travaillé et tu travailles peut-être encore dans une grosse entreprise du domaine de la pharmacie, pharmaceutique. Et aujourd'hui, tu es quand même sur une belle rampe d'envol pour quitter cette vie professionnelle, en tout cas, là. Et tu as à cœur, dans ton accompagnement que tu appelles épanoui, justement d'aider les femmes à prendre la rampe, à prendre leur envol et à s'éclater, à s'épanouir dans la vie. Alors pour moi, c'est une contribution qui est inspirante. C'est quelque chose qui me parle beaucoup pour moi et puis pour de nombreuses femmes que je côtoie, que j'ai aussi un cercle de femmes, etc. Et moi, c'est mon grand kiff aussi de voir les gens se régaler en fait dans leur vie, prendre de l'ampleur, ouvrir ce qu'on appelle ouvrir ses ailes, vraiment être en joie intérieure dans ce qu'elles font. Et donc pour moi, il y a une dimension d'engagement, de militantisme à ta manière. Alors tu vas nous en parler. Et la question que j'aime bien poser en début d'interview, c'est toi, Natacha, qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement? Est-ce que tu te considérerais, alors dans le sujet professionnel, mais pas que, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de militant ou d'activiste? Et quelles sont les définitions que tu as de ces mots-là? Comment tu le vois toi dans ta manière de vivre, dans les causes qui te tiennent à cœur? Alors l'engagement pour moi, c'est vraiment réussir à prendre sa responsabilité. Tu sais, on a souvent des rêves. Moi, je rêve d'un monde meilleur, d'un monde où tout ce qui est amour, bienveillance, collaboration règne, tu vois. Et à un moment, je me dis, bah oui, mais c'est bien de rêver, mais moi, à mon échelle, je fais quoi pour ça, tu vois? Et donc, se dire, tu le parlais finalement, quelque part, ça fait partie d'une mission, et c'est vraiment surtout une vision qui est globale, d'avoir envie, à mon échelle, hein, bien sûr, de contribuer à créer ce monde meilleur. Parce que pour moi, les relations humaines, elles ne sont meilleures que si déjà la relation qu'on se porte à soi est bonne. Donc c'est vraiment l'idée derrière ça, dans ma démarche, c'est vraiment d'aller accompagner les personnes pour qu'elles puissent vraiment se reconnecter à qui elles sont, s'aimer, puis se donner de la bienveillance pour qu'à leur tour, tu sais, l'effet un peu boule de neige, papillon, elles puissent aussi propager tout ça autour d'elles. Voilà. Et ça remonte à longtemps parce qu'on m'a toujours dit que j'étais faite pour vivre dans le monde des bisounours, tu vois. Ça me parle bien. Je les ai pas. Voilà. Ils sont pas là, mais sincèrement, j'ai prévu. Enfin, on me le dit souvent aussi. Bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Entre bisounours, on se rencontre. On se rencontre. Mais donc, c'est de se dire, non, en fait, moi, je ne suis pas d'accord. Mes qualités, là, aujourd'hui, que je pensais être des défauts pendant des années, parce que dans l'environnement professionnel dans lequel j'étais, ça ne matchait pas, on va dire. Ça ne collait pas. En fait, j'ai décidé d'en faire une force et j'ai décidé de contribuer grâce à ces forces, à ma manière, à un monde meilleur. Donc, moi, c'est ma définition de mon engagement, en tout cas. Alors, c'est un engagement qui se fait tout en douceur.
Voilà. Donc c'est vrai que moi, quand tu utilises les termes militants, etc., tu sais, j'imagine les gens dans la rue, en colère, tu vois, un peu... c'est une image qui ne me correspond pas trop. Moi, j'agis à ma manière avec amour et bienveillance. Voilà. Oui, donc ta cause, c'est la bisounours cause. C'est une cause que j'embrasse aussi. Est-ce qu'on peut le dire en rigolant? La cause épanouie, la cause, voilà, la cause de l'amour, comme dirait, elle est liée là, comme dirait Wonder Woman, et l'amour sauvera le monde. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as les mêmes références que moi, mais c'est vrai que moi, c'est un film que j'aime bien. Et est-ce que tu peux nous parler des déclencheurs quand tu as justement choisi de changer de vie ou que tu as choisi de faire des grands pas, de vraiment prendre les choses autrement, de te dire non mais là ça c'est plus possible ou je passe à autre chose comment ça a cheminé en toi et puis comment ça s'est mis dans la matière et puis dans ta vie au quotidien. Ouais. Alors déjà, je peux remonter un petit peu à l'enfance. Parce que je me suis déjà rendu compte qu'à l'enfance, il y avait un décalage et surtout une grande sensibilité à la détresse de l'être humain. Donc j'étais vraiment très touchée par ce qui se passait dans le monde. Tu sais, moi, quand j'ai appris que, tu sais, moi, au-dessus de ma tête, j'avais un toit, de la nourriture, mais qu'à côté de ça, tu as des endroits dans le monde où les gens, ils meurent de faim, ils n'ont pas assez d'eau, ils n'ont pas assez de nourriture. Honnêtement, j'étais adolescente, j'étais en pleurs, quoi. Pour moi, ça a été un choc terrible. Et de me dire, mais et nous, on est là, et on vit notre vie, et on fait rien. Et j'avais vraiment une espèce de tristesse, colère, voilà. Alors, c'est un message qui n'était pas du tout véhiculé dans ma famille, parce que voilà, ma famille, c'était la vie, c'est tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu consommes, et on ne se soucie pas trop de ce qui se passe dans le monde. En fait, chacun vit dans sa bulle, voilà. Donc, déjà, au sein de ma famille, je ressentais tout ça, mais je n'osais pas en parler avec mes amis. C'est intéressant, juste, je te coupe parce que du coup, tu vas peut-être pouvoir rebondir là-dessus, tu vois. Moi, quand j'étais petite, ma mère avait mis dans une pièce la photo d'un petit garçon avec le ventre gonflé, tu sais, d'un petit Africain souffrant de malnutrition. Et je t'avoue que je me suis plusieurs fois interrogée en me disant, ça peut être aussi vachement culpabilisant enfant, tu vois. Et du coup, c'est intéressant de se dire que toi, tu n'as pas baigné là-dedans. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose de toute petite et puis adolescente qui a continué à te travailler. J'avais vraiment une culpabilité au fait de ne rien faire et en même temps je me sentais impuissante. Je me disais mais comment faire? Et donc très tôt il y a eu cette envie de contribution. Mais ça ne tenait pas seulement à ça, c'était aussi à l'école. Moi j'étais l'amie de ceux qui se faisaient rejeter aussi. Parce que je ne comprenais pas les jugements envers les autres, les rejets parce qu'il y avait une différence physique. Donc moi j'étais toujours en empathie pour les autres et alors j'avais aussi cette vision où j'avais l'impression que tout le monde était beau, comme si, tu sais, voilà, parce que les adolescents, tu vois, ça peut être très critique, ça peut être très méchant au niveau physique, et alors des fois tu sais, t'entends, ouais, t'es moche, t'as vu à quoi tu ressembles et tout, et moi je comprenais pas parce que je regardais les personnes et j'arrivais toujours à trouver quelque chose de beau dans cette personne. Donc, autant te dire que je me sentais totalement, tu vois, décalage, et ça rejoint un petit peu de ma vision peut-être du monde bisounours. Mais donc, très tôt, j'ai eu cette empathie pour les gens, cette sensibilité et cette envie de contribution. Et donc, à l'adolescence, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que j'adorerais m'engager dans, tu sais, Médecins sans frontières, voyager, contribuer. Ouais. Et puis, la réalité de la vie, hein, et surtout ma structure familiale qui faisait, voilà, moi dans ma structure familiale, on rêvait pas du tout de ce genre de choses, c'était très pratique. Tu vas vite faire des études là pour un boulot pour quelque chose qui te permet de travailler tout de suite et de gagner de l'argent rapidement et de te construire une famille, d'acheter une maison, une vie, voilà. Et, en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était un rêve inaccessible pour moi. Donc, j'ai vraiment laissé ça sur le côté. Et donc, je me suis dit, comment aller quand même toucher cette notion de contribution. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des études scientifiques, déjà parce que j'étais douée à la base, j'aimais ça. Et puis parce que je me suis dit, je vais travailler dans le pharma, tu sais, je me voyais faire la recherche contre le cancer. Je me suis dit, ce sera ma façon à moi de contribuer au bien-être des gens. C'était vraiment l'idée derrière ça. Et puis donc j'ai fait ces études et je suis rentrée dans le métier. Et puis sur place, il faut bien avouer qu'on est très très loin du terrain. Tu vois, c'est vraiment, on parle beaucoup plus d'objectifs, de chiffres, voilà.
jamais j'ai eu cette impression de contribuer. Donc, je me suis très vite ennuyée. Déjà, les premières fonctions que j'ai occupées, c'était très routinier. Donc, à un moment, enfin, voilà, j'avais l'impression de faire le tour de la fonction. Et j'avais 25 ans et je me disais, oh, purée, vivement la pension. Et je me dis, oh mon Dieu, la pension, mais c'est loin encore, quoi. Je vais vraiment vivre comme ça. Et j'avais cette impression que je n'avais pas le choix, de toute façon. J'avais été éduquée, on m'avait dit, tu choisis des études, tu travailles là-dedans et tu es coincé là-dedans jusqu'au bout. C'est quoi la Et donc, ce pension? que j'ai fait, La pension, c'est la retraite en Belgique? c'est ça, voilà, c'est la retraite. Ouais. Donc, te dire qu'il y avait encore des années, plus de 40 ans, tu vois, à faire. Si t'étais pas morte avant, en plus, c'est toujours le truc. Oui, alors c'est ça, tu vois. Ouais, prise de conscience que j'avais pas encore à l'époque, mais bien sûr que la vie, on ne sait pas quand elle s'arrête. Hein, donc, voilà. Et puis donc, du coup, ce que j'ai fait pour pallier à cet ennui, c'est que j'ai commencé à accumuler les activités au sein de ma profession. Quoi. Donc, j'allais travailler dans plusieurs équipes. Dès qu'il y avait un projet qui arrivait, je le prenais. Enfin, voilà. Pour essayer de donner du sens, garder l'action, et puis surtout garder l'action pour pas trop réfléchir, je pense, à ma situation, justement, tu vois. Et puis, à mes 30 ans, burn-out. Vraiment, je me suis arrêtée net. Un jour, j'ai pas su me lever. J'ai pas su me lever pour aller travailler. Faut savoir que j'avais quand même 3 enfants en bas âge à l'époque, puisque j'ai fait mes 3 enfants entre mes 25 et 29 ans. Donc, voilà. Donc, ça a été très, très compliqué. Un tsunami à la maison, parce que c'était moi qui gérais beaucoup. Tu vois, parce que c'était ça. Après le professionnel, voilà, mes journées, elles n'étaient pas finies et je gérais beaucoup. Et bon, et puis, les fameuses multiples vies de la maman et des parents. Hein, il y a pas, c'est pas que l'histoire de la maman, mais c'est quand même encore une réalité que c'est en majorité les mamans, les fameuses charges mentales et tout ce qu'on peut connaître et dont on parle de plus en plus, parce que c'est vrai que la femme qui travaille, mine de rien, ça reste encore assez récent, finalement. Et j'ai réalisé récemment que la femme chef d'entreprise, c'est encore plus récent. Donc évidemment, pour moi, je pense qu'on se traîne aussi beaucoup d'injonctions qu'on a intégrées et de croyances et de patterns générationnels, tu vois, sur la femme qui gère tout. Donc c'est sûr que la vie de mère, la vie de cadre dynamique à haute performance, ça devait être chaud, quoi. Ouais, mais d'autant plus que tu sais, tout à fait, moi j'avais cette image de la femme qui faisait tout à la maison, parce que moi, ma maman, maintenant, elle travaille, mais à l'époque, elle ne travaillait pas. Elle était femme au foyer. Et donc, tu sais, quand son compagnon rentrait, c'était les pieds sur la table et tout était prêt. Et lui, tu sais, il appuyait sur la télécommande de la télévision, là, je crois un peu dans les années 50. Mais c'était vraiment ça. Donc, moi, j'avais eu cette image. Donc, pour moi, c'était normal que j'ai à tout gérer à la maison, tu vois. Donc, mon compagnon aussi, il travaillait, mais quand lui, il rentrait, c'était la détente. Moi, quand je rentrais, tu sais, voilà. Et comme j'avais été éduquée là-dedans, ça me semblait normal. Je me rendais compte que c'était pas très agréable, mais en même temps, voilà, je me disais, c'est ça la vie de femme, quoi. Faut bosser, puis t'as encore la vie sur le côté. Mais le fait est que du jour au lendemain, je me suis écroulée, tu vois, plus capable d'assumer tout ça, plus capable d'aller travailler. Et donc pendant 7 mois, j'ai dormi déjà. Bien, vraiment, 7 mois. Je dormais, je me réveillais, j'allais conduire mes enfants à l'école. Heureusement, ils étaient déjà scolarisés. Et puis, je redormais la journée jusqu'à 3 heures, tu vois, plus ou moins. Là, je me réveillais et hop, j'allais les rechercher. Et puis, j'assurais jusqu'au moment d'aller dormir. Et donc, j'ai vécu comme ça pendant 7 mois. J'ai eu l'impression que ça ne se terminerait jamais. Et puis, petit à petit, au bout de 7 mois, j'ai l'énergie qui a commencé. C'était quand? Et là, c'était il y a 11 ans. Ok. Ouais, j'avais 30 ans, quoi. Donc, voilà. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas reprendre la vie d'avant, ma vie d'employé avant. C'est vraiment, enfin, il y avait cette prise de conscience, mais tu te rends compte jusqu'où tu as été, tout ça parce que tu t'ennuyais dans ton job et que tu ne t'autorisais pas à faire autre chose. Et puis, il y avait, tu sais, une perte d'estime, enfin, j'avais plus confiance en moi, c'était vraiment l'horreur. Et puis, à un moment, j'ai vraiment eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que quelque chose qui me manquait vraiment, c'était de me gérer moi-même. Enfin, c'est bien, on en a déjà parlé, mais moi j'avais l'impression que tout le monde allait toujours au ralenti autour de moi dans le salariat, donc j'étais toujours en train de
freiner, tu vois, de me suradapter aux autres. J'avais des idées, mais qui n'étaient pas forcément entendues parce que, tu sais, elles arrivaient trop tôt, tu vois, parce que le côté, Je vois bien. le côté multipotentiel fait que, voilà, il y a cette faculté à pouvoir avoir des idées, tu vois, avec la pensée en arborescence, que d'autres qui n'ont pas cette pensée en arborescence ne sont pas encore là. Donc, tu donnes des idées et les gens, ils te regardent genre, mais quoi, elle vient, celle-là. Et puis 6 mois plus tard, tu as quelqu'un qui sort cette idée, c'est l'idée du siècle. Et tu te dis, mais purée, j'en avais parlé il y a 6 mois, mais il y a 6 mois, les gens, ils ne sont pas prêts à t'entendre, tu vois. Oh Mais là à l'époque, je n'avais pas conscience. C'est fou parce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors, vous pourrez retrouver mon interview, moi interviewée par Natacha sur Épanoui. Mais oui, je vois tellement. Je pense vous nous direz en commentaire si ça vous parle aussi. Mais c'est vrai, ce côté, on sent le vent qui arrive, en fait, cette espèce d'intuition de ce qui vient. Et on essaie de le faire comprendre, mais en fait, les gens ne sont pas prêts. Et finalement, ils y viennent après. Et parfois, ils y viennent de manière plus maligne. Et on se dit, mais merde, mais c'était moi, je l'avais dit, quoi. Je l'avais dit. Mais et alors, à l'époque, je n'avais pas du tout conscience que c'était ça. Donc, moi, j'avais énormément de frustration aussi. Tu sais, à un moment, je me disais, bon, ouais, c'est bon, j'arrête maintenant de dire les choses. De toute façon, quand je les dis, on ne m'écoute pas. J'avais l'impression que c'était porté contre moi. Tu sais, je me sentais fort, je me victimisais quand même beaucoup. J'avais l'impression que du coup, les gens faisaient exprès, quand je disais quelque chose, de ne pas m'écouter, que j'étais transparente. Donc, j'étais quand même très en colère par rapport à ça. Et donc, j'avais vraiment envie d'entreprendre et de me retrouver, de redévelopper mes capacités et puis d'être seule avec moi-même. Parce que c'était ça aussi. J'avais envie de développer une activité où il y avait quelque part, je pensais dans ma naïveté de l'époque, il n'y a que moi qui étais responsable, donc tout était lié à moi, je ne devais plus attendre que quelqu'un me donne l'autorisation ou pas, que je devais attendre que la personne soit prête ou pas, c'était moi qui gérais tout. Et donc, à l'époque, moi j'ai un côté créatif quand même, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai animé des ateliers créatifs pour adultes et enfants, et en même temps, j'ai ouvert une boutique de créateurs belges. Alors, rien à voir, tu vois, tout autre domaine. Et vraiment toute la phase préparatoire, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le fait de rencontrer plein de personnes, je collaborais avec 25-30 créatrices ici, donc tu vois, je voyageais dans toute la Belgique pour aller les rencontrer et tout, enfin, j'adorais ça. Le fait de monter le projet, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les ateliers, j'ai vraiment beaucoup aimé avec les enfants, parce que justement, c'était cette envie d'aller, je m'en suis rendu compte aussi après coup, mais j'étais très frustrée, moi, quand je mettais mes enfants en stage, parce que forcément, comme je travaillais tout le temps, ils allaient tout le temps en stage. Mais j'étais très frustrée parce qu'ils étaient là et ils n'étaient pas pris dans leur personnalité. C'était vraiment, il y avait une activité, c'était la même pour tout le monde. Les gens qui suivaient ou pas, on s'en moquait. Des fois, c'était même très directif. Et donc, moi, j'avais envie de créer des ateliers qui tiennent compte de l'envie, d'aider l'enfant à aller se reconnecter vraiment avec sa propre créativité et de l'autoriser à exprimer sa propre créativité. Donc, il venait chez moi, il y avait un thème, il y avait un modèle, mais si l'enfant, il voyait le modèle tout à fait autrement et qu'il avait envie de partir sur autre chose, il était libre là. Et donc, c'est important ce que je te raconte parce que à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais ça coïncide, ça correspond avec ce que je suis en train de mettre en place aussi maintenant avec les adultes, avec les femmes, tu vois. Donc, on se rend compte après coup que tous les petits trucs qu'on traverse, il y a une suite logique. Mais le fait est que voilà, j'avais fait un business plan pour cette activité. Je savais très bien que ça allait être très difficilement lucratif. On va dire que c'est une pause dans mon salariat que je me suis offerte. Tu vois, j'avais 2 ans et demi d'économie où je me disais je peux vivre sur mes économies là pendant 2 ans et demi. Et puis dans 2 ans et demi, on verra ce qui sera advenu. Et puis les 2 ans et demi sont arrivés, plus d'économie, c'est posé la question de savoir qu'est-ce que tu fais maintenant. Et je me suis dit oui, ok, ça m'a bien plu, j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai fait un burn-out, ça ne m'arrivera plus, donc je retourne dans le salariat. Et donc, je suis retournée dans le salariat. Alors, du coup, cet épisode entrepreneurial m'a permis d'avoir un poste plus haut placé, on va dire, tu vois, dans la hiérarchie. Donc, ça permettait quand même... Tu es retournée dans la pharmacie, dans la même entreprise? Pas dans la même entreprise, mais je suis retournée dans l'industrie pharma. Ouais. Et voilà. Et donc, j'avais pu faire valoriser toute mon expérience précédente. Et en plus, cet épisode d'entrepreneuriat, je suis devenue gestionnaire de projet, si tu veux. Donc, voilà. Et ça me plaisait bien, franchement, la fonction me plaisait bien dans un premier temps parce que c'est vrai que c'était très varié, il y avait un peu une vue transversale comme ça, tu vois.
tu devais aller collaborer avec plusieurs services, donc il y avait toujours cet échange entre les gens qui me plaisait bien, voilà. Mais une dimension que je n'avais pas pris en compte après mon premier burn-out et qui était quand même super importante, c'était c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes réels besoins. Et très vite, je me suis retrouvée confrontée à des valeurs, un environnement avec des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Donc je me suis de nouveau très vite remis en suradaptation. Voilà, entre autres, changement de manager, avec une façon de manager qui me convenait beaucoup moins parce que beaucoup moins d'autonomie. Toi, tu es le premier manager que j'avais des objectifs, je les atteignais. Fin d'année, il me disait génial, Natacha, merci beaucoup, continue l'année prochaine comme ça. Et puis là, un manager qui était dérangé peut-être par cette autonomie, tu vois, qui disait tiens, j'ai envie de savoir ce que tu fais. Et donc, je me sentais plus en autonomie, tu vois, je me suis adaptée. Enfin, et puis au fur et à mesure, je suis retombée en burn-out. En fait, donc j'ai fait un deuxième burn-out 8 ans plus tard. Et là, je me suis dit, ça a été une grosse claque parce que j'y croyais pas. Je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Tu l'as déjà vécu une fois. Et puis les signes, ils étaient là, mais j'ai pas voulu les voir. Je me dis, mais comment, enfin, donc je m'auto-flagellais. Je me suis dit, comment t'as pu Donc, te faire ça? burn-out encore plus, parce que si tu te flagelles en plus, ce qui est courant, hein, quand on se retrouve là, on s'en veut. Ouais. Mais en fait, on s'enfonce encore plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a eu un épisode de déni qui a quand même duré assez longtemps, tu vois, que j'avais pas eu pour le premier burn-out. Là, je me disais à chaque fois, tous les mois, je contactais mon manager, je lui disais non, mais c'est bon, là, je me repose 2 semaines encore et puis je reviens. Puis, chaque fois, je voyais mon médecin, il me disait ouais, je crois pas quand même, tu vois, on va encore attendre un petit peu. Et puis voilà. Et puis à un moment, j'ai eu un échange par téléphone avec mon manager et je suis pas du tout dans la critique, hein. Lui, il était dans sa justesse, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais moi, j'ai eu une énorme prise de conscience. Je me suis dit, tu peux pas continuer à travailler avec des gens comme ça. C'est pas possible. Il y a vraiment quelque chose qui ne matche pas. Il y a vraiment quelque chose au niveau valeur il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, ça a été la première prise de conscience. Et là, ça a été le moment où je me suis autorisée à vivre mon burn-out et je me suis vraiment écroulée. Et voilà, alors moins de fatigue par rapport à la première fois, mais plus des problèmes physiques, des douleurs, digestifs qui ne fonctionnaient plus, enfin, mémoire catastrophique, enfin voilà, plus des choses dans ce sens-là. Et donc ça a été le grand début de la toute grosse introspection. Donc vraiment là, je me suis centrée sur moi. J'ai vraiment eu envie d'aller chercher qui j'étais. Et tu sais, je me rendais compte à quel point toujours je portais un masque, je m'adaptais toujours aux gens. Et à un moment, je me suis dit, Natacha, tu ne vas pas pouvoir vivre ta vie comme ça, là. Il y a un truc qui ne va pas. Puis, tu sais, je voyais mes enfants grandir, devenir des adolescents, qui eux-mêmes avaient des comportements comme moi je pouvais avoir en société, de se suradapter, porter le masque et tout. Non, ce n'est pas l'image que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et à un moment, en fait, j'étais à un repas avec une amie et j'envisageais quand même de retourner dans cet emploi, tu vois. Et elle me dit, ouais, mais si tu y retournes, il faut vraiment que tu arrêtes d'être gentil, il faut vraiment que tu penses qu'à toi. Ah, je l'ai entendu, celui-là. J'ai entendu, arrête d'être gentil, quoi. Tu es trop gentil. Comme une fois, on me l'a sorti aussi. Voilà. Ouais. Et là, je ne sais pas te dire d'où c'est venu, enfin, c'est venu des tripes, quoi. Mais à l'intérieur de moi, ça a hurlé non. C'est non. Mais à quel moment, dans quel monde, le fait d'être gentil, d'être collaboratif, d'être bienveillant, c'est un défaut, au fait. C'est quoi ce monde de dingue, quoi? Mais surtout qu'en plus, là où c'est fou, là où c'est dingue, c'est qu'on nous demande d'être gentil quand on est petit. Est-ce que tu as été gentil? Le Papa Noël, il passe pas pour les enfants pas gentils. Si tu as été gentil, tu auras du chocolat. Si tu es gentil, comment dire? J'allais dire on saoule, mais j'essaye de plus plein d'injonctions comme ça, plus utiliser ce mot-là, mais on met la pression aux enfants, clairement, avec le sois gentil. Donc, quand on sait qu'en fait, c'est jusqu'à l'âge de 3 ans qu'on met les fondations psychologiques d'un humain, en fait, on nous met dans nos fondations que c'est bien d'être gentil, et devenu adulte, on nous dit que non. Tu vois le schisme intérieur, c'est juste un truc de fou furieux, en fait. Et ce qui est dingue, c'est que ça serait intéressant vraiment de fouiller cette histoire, tu vois, psychologique, parce que c'est dingue comme, alors qu'on nous l'a seriné enfant et que donc ça fait partie quelque part de notre colonne vertébrale, autant d'adultes sont convaincus qu'il ne faut pas être gentil parce que tu vas te faire avoir, on va abuser de toi, on va te voler de l'argent, enfin en général c'est ces trucs-là.
Donc, tu vois, moi, ça m'intéresserait vraiment tu vois, d'approfondir ces sujets-là parce que je trouve ça juste hallucinant. Ouais. Et puis, c'est surtout le fait que gentillesse est souvent associée à faiblesse, quoi. Oui, c'est ça. On va te bouffer, on va te manger. Ouais. Alors que, par exemple, une gazelle qui se fait manger par un lion, elle est ni gentille ni méchante. Il se nourrit, point. Enfin, ça n'a rien à voir avec la faiblesse, en fait. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu peux très bien être gentil ou très bien être méchant, agressif, et quand même être blessé par les attitudes de quelqu'un autour de toi, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es agressif que d'office, tu es imperméable à tout ce qui se passe autour de toi. Hein. Ça, c'est vraiment un leurre. Et donc, là, il y a eu cette prise de conscience de se dire stop, maintenant, je m'accepte. Et en fait, là, ce que je pensais être des faiblesses depuis des années, ce sont mes qualités. Mais tu sais, alors, la question... tu vois, un peu par rapport à l'écologie aussi, du coup, hein, vu que c'est ton créneau, je vais en profiter pour en parler. La question s'est posée de l'argent, parce que, voilà, c'est pas qu'on a plein d'argent de côté non plus, on a un certain rythme de vie, et donc si je quitte cet emploi et que je me relance dans l'entrepreneuriat, on repart de zéro, on a des adolescents qui vont faire des études, enfin, comment on va payer tout ça? Comment on va subvenir à leurs besoins? Et là, je sais pas, ça a été un énorme déclic. Je me suis rendu compte aussi à quel point je me rendais esclave de mon travail, parce que la façon dont je dépensais l'argent derrière, ça m'obligeait à me coincer dans un travail bien payé, mais qui ne me correspondait peut-être pas. Et là, plutôt que de penser, je vais chercher un travail pour pouvoir vivre confortablement, m'acheter plein de trucs, voilà, est-ce que je ne changerais pas ma façon de vivre, tu vois, pour ne plus avoir besoin absolument de ce travail qui ramène autant d'argent et pouvoir faire une profession qui dans un premier temps, en tout cas, rapportera moins d'argent, mais est-ce que c'est pas ça le plus important, tu vois? Il y a vraiment eu ce déclic. En plus, tout à l'heure, quand tu m'interviewais, je te disais que moi, je ne suis pas un exemple de sobriété parce que j'aime mon petit confort. Bon, ben, tu vois, derrière moi, il y a des livres, il y a de la déco. Enfin, voilà, c'est pas le mur en chaud, sans rien. Là, il y a une petite lumière qui consomme quand même. C'est de LED, mais quand même. Enfin, voilà. Mais si tu veux, il y a quand même, moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai changé aussi de vie, c'est de me dire j'ai besoin d'un certain revenu pour me payer des choses qui me font oublier qu'au fond, ça ne va pas et qui compensent. Et en fait, bon, j'ai toujours aimé les voyages et j'aimerais toujours voyager parce qu'il y a de la rencontre humaine et que ça, c'est mon kiff. Et les grands paysages, et j'aime la planète, donc j'aime aller la voir, quoi. Mais j'en ai beaucoup moins besoin. C'est-à-dire que c'est plus un besoin d'évasion, de rencontres humaines parce que je n'ai pas la richesse humaine dans mon métier. Puisque tout à l'heure, on parlait de ça en ce qui me concerne, c'est que j'ai quitté, moi, pour, entre autres, des relations humaines qui étaient devenues catastrophiques. Et donc, comme aujourd'hui, je travaille avec des gens que je choisis et que mes relations humaines sont riches, je n'ai pas spécialement besoin de partir en voyage pour me nourrir de ce que je n'ai pas au quotidien. Et quand on achète beaucoup de choses, on nourrit, on remplit un vide. Et donc, en fait, dès le moment où on commence à se réaliser, finalement, à avoir de la joie au quotidien, à avoir de la réalisation personnelle et de la satisfaction personnelle pour ce qu'on fait et comment on contribue, je pense qu'effectivement, la contribution, l'engagement, ça nourrit. Ben, on a moins besoin d'acheter de choses, en fait, aussi. Ouais. Tout à fait. Et moi, ce que j'aime bien dire, vraiment la chose dont je me suis rendu compte, j'étais beaucoup dans le faire pour avoir. Et là, j'ai décidé d'être dans l'être. Tu vois, j'ai décidé avant tout d'être qui j'étais et puis de me construire une vie qui me correspondait, tu vois, par rapport à mes besoins, en tout cas. Et puis, après, le reste, je m'adapte, au fait. Donc, petit à petit, hein, je ne fais pas ça du jour au lendemain, mais j'ai changé mon mode de consommation, j'ai agrandi le potager, tu vois. Enfin, voilà, je regarde de plus en plus à vivre en autonomie, à diminuer les factures d'électricité, de chauffage, voilà. Et tout ça, c'est un processus qui se fait petit à petit. Mais quelque part, après, ça offre aussi plus de liberté par rapport à son travail. On ne se sent plus esclave finalement d'un travail où on est obligé d'avoir un certain salaire et du coup on est obligé de travailler des fois dans des groupes qui ne nous correspondent pas en fait. Voilà. Et donc moi ce processus-là il s'est fait aussi
il s'est fait aussi en même temps. Et puis, c'est un processus qui est encore en pleine évolution. Enfin, on pourra peut-être en parler après, mais ça chemine, tu vois, ce processus d'environnement, ça chemine autant que moi, j'ai cheminé finalement vers moi-même. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'avec ce deuxième burn-out et ce dernier travail d'introspection que j'ai fait, je sais pas, j'ai vraiment eu une ouverture, une énorme transformation entre le moi à 20 ans et le moi à 40 ans. Et du coup, mais je voyais la vie, mais tout autrement. J'ai pris vraiment conscience de la responsabilité de ma vie, du fait que, ben oui, j'ai eu des moments difficiles. J'ai clairement eu, tu vois, je rentre pas dans le détail, mais il s'est passé plein de trucs. Mais à chaque fois, en fait, j'avais quand même ma part de responsabilité là-dedans, tu vois. Alors que pendant des années, j'ai cru que j'étais victime de tout ce qui m'arrivait. Mais c'est vraiment de se rendre compte de ça et c'est vraiment de se dire, ben, si je veux plus que ces choses-là m'arrivent, moi, je fais le choix en conscience. Alors justement, il y a une question que j'aime poser, c'est tes clés quand tu as le moral dans les chaussettes, tu vois. Ouais. Parce que voilà, changer de vie, faire des choses qui nous correspondent plus, etc., ça met en joie, mais la vie est du mouvement, donc du flux, du reflux, contraction, expansion, et donc on a des coups de mou aussi. Tout à fait. Et quelles sont, toi, tes clés quand justement tu as le moral dans les chaussettes, que tu as du mal à te lever le matin Alors, c'est certainement une image en plus qui correspond bien, puisque quand tu as fait ton burn-out, ben, tu dormais beaucoup, donc du mal à te lever. Et qu'est-ce que tu peux nous partager comme clé? Ouais. Alors moi, j'en ai déjà plusieurs. Et la plus grande clé que je donnerais, c'est justement s'offrir la possibilité d'aller chercher vraiment qui on est, ses valeurs et de quoi on a besoin. Et du coup, ça permet de poser une vision, tu vois, encore plus large, un objectif, une vision qui fait justement pourquoi je me lève chaque matin. Et donc, même si ça n'empêche pas de vivre des moments difficiles, hein, voilà, la vie, elle est quand même ce qu'elle est. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des moments difficiles à passer. Mais en fait, je ne vis plus vraiment ces moments comme des embûches, des trucs dont je me plains, etc. C'est une expérience, quoi. Je vis ça. Alors, dans le moment, j'accueille l'émotion, tu vois, parce que ça, l'émotion, elle est là et c'est comme ça, le temps d'accueillir l'émotion. Et puis après, à un moment, pouvoir me dire, OK, ça c'est là, et qu'est-ce que j'en fais? Moi, comment je réagis par rapport à ça? C'est une énergie tout autre que de se dire, oh, aujourd'hui ça va pas, il m'est arrivé ça, et tu ressasses, tu ressasses. En fait, tu restes dans cette énergie négative. Donc, c'est non, OK, tu acceptes le truc, là, tu acceptes l'émotion qui arrive, tu l'écoutes, et à un moment, tu te dis, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et tu rentres dans l'action positive suivante, tu vois. En te disant, attends, c'est quoi ma grande vision en fait? C'est quoi ma contribution? Ouais. Et... Pourquoi je me lève chaque matin? Est-ce que vraiment, là, ce truc qui m'arrive, ça va me bloquer? Est-ce que vraiment, je choisis de rester enlisé là-dedans? Ou voilà, et quelles sont les solutions, tu vois? Donc, se poser des questions par rapport à ça. Et prendre du détachement, en fait. C'est vraiment pouvoir prendre de la hauteur. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça, c'est la méditation, tu vois. Et alors, Dieu sait que j'étais pas la personne qui méditait. Alors, moi, j'étais une personne d'action. Me poser 5 minutes, c'était hors de question. Donc voilà, la méditation, je l'ai vraiment installée dans ma vie petit à petit. Mais vraiment, la méditation, ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur ce qui m'arrive. J'ai vraiment l'impression qu'à un moment, j'ai cette capacité, comme si, tu sais, je me regardais de plus haut, quoi. Et du coup, tu te détaches un peu de ce qui t'arrive. Et ça te permet du coup d'avancer aussi plus facilement parce que tu n'es pas englué dans cette émotion négative qui pourrait t'arriver, quoi. Et plus généralement, du coup, j'aime bien dézoomer, tu vois, justement, prendre encore plus de hauteur sur ça, en posant la question de la foi et de où tu la trouves. Et je pense que tu l'as dit quelque part déjà, parce que tu dézoomes très rapidement, c'est-à-dire que tu pars sur quelque chose d'un plan plus large en te disant, c'est quoi qui me meut? Et donc c'est là où tu trouves la foi, ou tu aurais une autre manière aussi peut-être de nous le partager? Ben, moi, je me sens missionnée. Tu sais, il y a j'en ai parlé hein, déjà très, très jeune, cette impression de devoir contribuer, cette impression d'envie de contribuer ou même d'être appelé à contribuer. Et en fait, ça s'est réveillé il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, j'ai fait un coaching. Et à un moment, c'est justement, on allait chercher c'était quoi mes valeurs, c'était quoi mes moteurs et tout. Et puis une fois que tout ça est mis sur le papier, la dame me dit bah, toi, par exemple, je t'aurais très bien vu Médecins sans frontières. Ah ouais.
je te rappelle le truc auquel je pensais quand j'étais adolescent et que j'avais zappé. Ouais. J'ai pleuré pendant 3 jours. Ça a fait remonter un truc parce que j'avais oublié, tu vois. J'ai pleuré pendant 3 jours. Mais j'ai pleuré pendant 3 jours, pas parce que j'étais triste, mais parce que vraiment, ça avait été réveillé, un truc à l'intérieur de moi que j'avais... une espèce de reconnexion à ton être profond, je pense. C'est ça, espèce de reconnexion, et du coup, espèce de connexion aussi avec ce que je suis, donc le côté bienveillant, empathique, voilà, parce que pour moi, ça semble logique, cette envie de contribution qui est là depuis longtemps, et puis je me suis dit, bon, 40 ans, une vie de famille, Médecins sans frontières, un peu tard, mais honnêtement, je ne me vois pas faire médecine, hein, tu sais, parce que après le sang, tout ça, bon, voilà quoi, c'est pas trop... Il y a des jobs à Médecins sans frontières qui sont dans les bureaux ou qui sont logistiques ou qui sont pas forcément médicales. Nous, on a un couple d'amis qui travaillent pour Médecins sans frontières, justement. Ouais, mais je pense que du coup, je me retrouverai dans la même situation que je me suis retrouvée dans le pharma, c'est-à-dire que le fait d'être dans les bureaux, etc., je ne suis pas vraiment sur le terrain, je ne suis pas vraiment en contact. Et je pense que tu peux être sur le terrain avec ces métiers-là tout en étant logistique. Tu vois, okay. L'ami en question, là, il fait des missions à l'étranger, etc. Mais sur des postes de logistique, de gestion, d'organisation de la mission, de sur place. Enfin, il n'est pas en train de soigner, tu vois, mais s'il n'était pas là, les soignants ne pourraient pas travailler, quoi. Ben voilà, mais c'est bon à savoir parce que du coup, je sais que ça fait quand même une porte ouverte, tu vois, pour la suite. Et donc, du coup, j'ai commencé à cogiter là-dessus. J'ai mis les pièces de puzzle tous ensemble, quoi. Tu vois, je me suis dit, c'est qui je suis, c'est à quoi j'ai envie de contribuer, voilà. Et il s'est passé un truc à un moment, tu vois, je ne saurais pas l'expliquer, mais à un moment, quand j'ai réussi à mettre tout ça en bloc, que du coup, j'ai eu cette espèce de visibilité d'une mission, tu vois, je me suis sentie missionnée, mais vraiment, je sais pas expliquer. Il y a eu une émotion qui m'est venue et je peux pas la décrire parce que c'était une émotion que j'avais jamais ressentie et que j'ai plus jamais ressentie depuis. Mais c'était comme si il y avait un peu la lumière et qu'on me disait bah oui c'est ça. Tu vois, c'est une évidence, c'est ça que tu dois faire. Donc ma foi elle est là, c'est que dans tout ce que je fais là maintenant, je me sens missionnée. Tu vois, j'ai l'impression que je suis là pour ça. C'est beau. Et tu nous parlais justement de méditation. Ça, je pense que ça, effectivement, ça permet de faire monter aussi ce genre de choses et de préparer ce type de perception puissante de quelque part. Quand avec la méditation, on dépouille beaucoup. Donc au final, poum, les choses elles peuvent monter parce que quand on agite le bocal, on voit pas le fond. Donc et moi j'étais spécialiste là-dedans parce que j'ai eu une enfance pas super heureuse à la maison. Et j'ai très vite appris à couper le mental du corps, tu vois. Comme ça, je ne sentais plus les émotions. En plus, c'est hypersensible quand tu sens une émotion, ça te bouleverse. Je vois ouais. bien. Et quand du coup, tu vis beaucoup d'émotions négatives, autant te dire que très vite, tu apprends à couper, tu vois. Donc, ça a été tout un travail de faire cette reconnexion au corps et c'est passé par la méditation, entre autres. Ouais. Si tu veux, moi, pour être complètement honnête et authentique avec toi et avec vous, chères inspiratrices, inspirateurs, avec Natacha, quand on s'est rencontrés, on a discuté ensemble et il y avait énormément de miroirs entre nous et moi, je me reconnaissais complètement dans plein de choses. Et moi, aujourd'hui, je veux mettre la méditation au cœur de mon quotidien et je ne le fais toujours pas. Pour autant, tu vois, tout ce que j'explique, j'en suis fondamentalement convaincue. J'ai bien compris que mon bocal est trop agité. Alors là, avec l'épisode que j'ai eu, la crise liée à la Covid qui m'a mis bien à terre, j'ai compris qu'effectivement, je m'en mettais trop. Donc, il était temps d'alléger et d'enfin me mettre en place là-dedans, de mettre en place ça parce que souvent, je dis, on a des habitudes inconfortables, on croit qui nous font du bien, mais qui sont des trucs foireux. Et des choses qui nous font du bien, on a du mal à les mettre en place. C'est assez particulier. Donc, je sais que la méditation... et donc, j'aimerais bien que pour le défi à la communauté, en commençant par le défi pour moi, je m'inclus dans la communauté, est-ce que ça te dirait de nous proposer, comme j'aime demander, un challenge, un défi, une habitude à mettre en place
comment toi, justement, nous donner le premier pas pour s'y mettre tranquillement, sans se mettre en surperformance. Je veux méditer parce que c'est bien de méditer, tu vois, et y aller, quoi, tranquille. Oui, et bien justement, sortir de cette surperformance de la méditation aussi, parce que moi, je pensais que la méditation, c'était quelque chose qui devait être performant. Donc, je devais à un moment fermer les yeux et ne plus penser à rien. Alors, autant te dire que quand tu as un cerveau qui est tout le temps en train de tourner tout en boucle, c'est juste mission impossible. Et en fait, à un moment, c'est dommage, je n'ai pas retenu le nom de cette personne, mais j'ai écouté une interview justement de quelqu'un qui parlait de la méditation et il disait Fabrice Midal. s'autorité. Pardon? De Fabrice Midal. Eh bien, je t'avoue, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout qui était en interview. Parce que justement, là, il n'y a pas longtemps, il passait sur France Inter. J'ai reçu le livre aujourd'hui. Et en fait, alors pareil, je pense que quand je vais le lire, ça va me faire comme l'autre. Je vais dire, mais il parle de moi. et, et il dit qu'effectivement, les hypersensibles et les zèbres, etc., ont beaucoup de mal avec les méditations de type pleine conscience, etc., parce que le cerveau ne s'arrête pas. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'il propose dans ces méditations parce que arriver à me dire oui, je vois les nuages passer, mes pensées sont des nuages, mais moi, j'embarque sur le nuage et puis je vais me promener avec. Et résultat, je ne médite pas, quoi, tu vois. Et puis après, je croise un autre nuage, alors je saute sur l'autre nuage, je réfléchis à autre chose, et puis c'est foutu, quoi. Ouais. Eh bien, alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, tout ça, c'est OK et c'est normal les premières fois. Et alors, dans un premier temps, comme ça peut être désagréable, parce que moi, c'était ça, hein, la méditation, c'était désagréable. Enfin, me poser 5 minutes, c'était désagréable. Et puis, ce fait que de toute façon, à un moment, mon cerveau était tout le temps parti, de démarrer vraiment petit. Donc, pendant une semaine, c'est 2 minutes. C'est franchement pas plus. C'est s'asseoir. Alors, ne pas hésiter à utiliser une application. Moi, il y a Petit Bambou, comme ça, il y a les premières méditations qui sont gratuites. C'est bien suffisant pour démarrer. Il y a aussi plein d'accompagnements de méditation sur YouTube. Franchement, de nos jours, on trouve tout ce qu'on veut. Et puis, il y a des gens qui préfèrent méditer dans le silence. Moi, j'ai quand même, alors, beaucoup moins maintenant, mais en tout cas, dans un premier temps, besoin de méditation accompagnée, donc avec quelqu'un qui parle derrière, si tu veux. Et donc, au départ, c'était 2 minutes. Et 2 minutes, c'est suffisant pour moi. Et c'était déjà très bien. Et donc, comme ça, pendant une semaine. Et puis, je suis passée à 5 minutes. Et puis, quand les 5 minutes sont devenues agréables, je suis passée à 10. Tu vois. Et j'ai augmenté comme ça, progressivement. Et en sortant aussi de cette pression que je me mettais, je ne dois pas penser, je ne dois pas penser. Non. Tu as une pensée qui arrive et c'est OK. Et au moment où tu te rends compte qu'elle est arrivée, tu dis je suis en train de penser. Bah non, j'y penserai plus tard. Voilà. Et les premières fois, ça va pas fonctionner. Hein. Les premières fois, tu vas passer les 2 minutes à penser. Tu vois. Et on parlait d'entraînement tout à l'heure, c'est ça, c'est de la gymnastique, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, je vais le muscler, le truc. C'est ça. Et c'est y croire parce que vraiment, à un moment, voilà, maintenant, moi, des fois, je peux méditer pendant 45 minutes avec ou sans accompagnement. Et je sais les bienfaits que ça me fait avant, après, tu vois, vraiment, ça me remonte en énergie. Si j'ai un stress ou quoi, ça me permet de sortir du stress, ça me permet de sortir de l'angoisse. Voilà, c'est... Et tu as su justement dire à ton cerveau, ce n'est pas en t'agitant à chercher des solutions donc, que tu veux que la solution va venir, c'est justement en ne rien faisant, en apparence, donc en allant méditer, que la solution va apparaître et que je vais me détendre. Ou en tout cas, que ça ne sera plus un problème. Parce que ça me fait penser à, je crois que c'est Gandhi, enfin on l'attribue à Gandhi en tout cas, qui dit en gros que plus sa journée est occupée, plus il va méditer. Alors ça peut paraître, dit mais ouais, mais je le mets dans à quel endroit, tu vois, dans l'agenda. Mais en fait, c'est ça, c'est de dire plus tu es préoccupé, plus tu es occupé, plus il faut méditer. Tu vois Alors, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que pour apaiser, pour s'apaiser et pour apaiser son mental, il faut justement sortir de l'action. Tu vois, on est tout le temps dans l'action, mais en fait, quand on est dans l'action, on réfléchit, on analyse, on pense à un autre truc, etc. Il faut vraiment s'autoriser à ralentir. Et c'est le plus difficile, hein, et c'est le plus inconfortable quand on n'a pas l'habitude. Donc au départ, c'est inconfortable. Mais c'est justement en fait de cumuler les petits moments où tu t'arrêtes, cumuler les petits moments où tu ralentis,
petit à petit les élargir, qui fait que moi, à un moment, j'étais une personne qui avait beaucoup de mal à s'endormir à cause des pensées qui tournaient en boucle. Et bien maintenant, j'arrive à dire stop, cette pensée, là, maintenant, il est tard, il est l'heure de dormir, tu laisses tomber, tu y penseras demain. Mais à 95% du temps, maintenant, ça fonctionne, tu vois. J'arrive à dire à mon cerveau, mais parce que c'est ce que je fais quand je médite. Des fois, tu as une pensée qui arrive et je me dis, ah, je suis en train de penser, mais c'est pas le moment. Penser à ça, hop. Tu sais, comme si je poussais le truc, tu vois. Et alors voilà, chacun sa vision. Tu sais, tu me parlais de nuages, etc. Mais moi, je m'imagine pas de nuages. Chacun peut imaginer un peu sa pensée comme il veut. Moi, j'ai l'impression que ça passe. Et puis à un moment, moi, je prends mes mains et je vais, bon, ça reviendra plus tard. J'y penserai plus tard, c'est pas maintenant. En fait, Voilà. moi, ce qui m'intéresse, alors je vais vous le verbaliser parce que peut-être ça parlera aussi aux auditeurs et auditrices, c'est moi, tu vois, justement, le soir, j'ai rarement du mal à m'endormir pour le coup. C'est plutôt le matin que au lit, je réfléchis, comme j'ai la chance de ne pas devoir me lever super tôt. C'est dans le lit que j'ai des idées le matin. Mais en fait, le soir, souvent, j'arrive à me dire, non, le problème, il ne va pas se résoudre ce soir, il se résoudra dors et tu verras demain. Et donc, je me dis, puisque ça, souvent, c'est ce que je propose aux gens quand ils n'arrivent pas à mettre en place quelque chose, je leur dis, mais attends, telle façon de penser ou telle tournure, tu sais l'avoir en tel domaine, alors duplique-le. Et là, je me dis, mais si j'arrive à dire à mon cerveau, attends, tu réfléchiras demain, je peux très bien lui dire pareil en méditation en pleine journée, en lui disant, attends, tu réfléchiras à ça tout à l'heure, Tout à plus fait. tard. Et c'est comme le doute. J'ai écouté l'interview d'une femme qui m'a beaucoup inspirée. C'est tombé au bon moment pour moi. J'avais besoin de l'entendre. Où elle a dit oui, je doute. Mais entre 4h et 6h du matin. C'est-à-dire qu'elle prend rendez-vous avec son doute. Et à un moment, elle ouvre la boîte. Voilà. Et à 2 heures après, boum, c'est fini. Maintenant, je passe à autre chose. Tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant de se dire ça. Ouais. Et comme tu disais, c'est une gymnastique, ça se fait pas du jour au lendemain, donc c'est rester bienveillant avec soi-même, célébrer chaque étape, tu vois. Ne serait-ce que déjà à un moment pouvoir méditer 5 minutes en étant confortable et en sortant de là avec un regain d'énergie, de sérénité, etc. Eh ben c'est quelque chose à célébrer, tu vois. Donc voilà, et y aller pas à pas, et chacun à son rythme. Et je sais plus là maintenant, parce que ça fait quand même 2 ans et demi que je médite, mais ça a pris plusieurs mois, hein, vraiment. Voilà, ça s'est vraiment pas fait en 2 semaines. Hein. Donc prendre le temps en fait. Et, chaque étape, chaque petit moment à s'arrêter, à prendre soin de soi, c'est du positif, c'est un magnifique cadeau qu'on se fait. Mais moi, j'ai envie de célébrer ce moment avec toi. Alors, écoutez, on fait les célébrations Zoom. Ouais. C'est un bon moment franco-belge. J'espère pouvoir partager des gaufres de Liège avec toi. Pourquoi pas à Paris si on se voit pour un événement commun au mois de juin. Voilà. Je vais te commander un paquet de gaufres. Et puis venir en Belgique, ça serait vraiment chouette. Ouais, bah ouais, une fois que tout cet épisode du Covid sera derrière nous, hein, parce que ça arrivera, voilà, ça n'est Oui, pas éternel. et puis moi, j'aimerais aussi beaucoup faire venir les inspirants que j'ai interviewés à l'écolieu du Marlin Chanteur, qu'on puisse faire un événement où vous allez vous rencontrer. Moi, j'adore. Donc, Ouais. voilà, ça se fera. Ça se fera. Alors, ça, ce serait fantastique d'aller visiter ton écolieu, franchement, ça, j'en serais ravie. Ouais, ça se fera. L'intention est fermement posée, là en plus, parce que je l'avais en tête, mais là maintenant je le dis. Donc, C'est officiel devant tout le monde. Vous avez entendu? alors, on verra quand la vidéo sera diffusée, si donc ça sera passé, ou si on pourra faire un clin d'œil avec une. On verra bien. Et ben, écoute, grand merci Natacha. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, c'est parti pour les 2 minutes en douceur de méditation. La manière dont vous voulez. Parlez-nous-en en commentaire quand vous aurez commencé ça. N'hésitez pas à aussi dire ben, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Racontez-nous vos vécus avec ça. On aura plaisir à en discuter, puis en rediscuter avec Natacha et qu'elle puisse continuer à vous partager son chemin.
En tout cas, merci beaucoup Anne pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié ce moment, donc j'espère que ceux qui nous regardent là ont aussi apprécié. Et puis, je te dis à bientôt du coup. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.